L'élection présidentielle américaine, toujours pas de vainqueur à l'heure actuelle. Ce sera notre premier sujet. Nous parlerons aussi de cette contestation électorale aux États-Unis, un peu comme à l'africaine. La Côte d'Ivoire, les risques de violence, quelle issue? Et puis le Togo, le Petrol Gate, Ferdinand, Haïti et son journal font appel de la décision de justice. Voilà le menu. Et sur le plateau, ce vendredi, je suis avec Chris Ega, directeur de publication de Express Info. Bonsoir Chris. Bonsoir mon cher Nahu, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Face à vous, Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonjour Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Nous serons donc rejoints incessamment par Germain Pouli. Nous commençons donc tout de suite avec les États-Unis. Les États-Unis qui ont voté depuis le 3 novembre pour la présidentielle qui oppose le démocrate Joe Biden au républicain président sortant Donald Trump. 3 jours après ce scrutin, on attend toujours le nom du vainqueur. Légère avance pour Joe Biden qui est à 6 points de la victoire. Il faut qu'il obtienne 270 grands électeurs en sa faveur. Il en est à 264 pour le moment. Chris Ega, cette attente, elle est un peu longue et ça se comprend pour 2020. C'est surtout les votes par correspondance qui font traîner la publication des résultats. Oui, je crois que cela traîne peut se comprendre parce que nous sommes dans un contexte particulier. Nous sommes dans un contexte dominé par la pandémie de coronavirus. Parce que c'est vrai que les Américains ont toujours voté, relativement massivement par correspondance. Parce que, vous savez, il est plus facile de voter par correspondance. Surtout, les démocrates sont coutumiers du fait. Et aujourd'hui, il est clair que ceux qui ne veulent pas courir le risque de se faire contaminer ont préféré voter un peu en amont, voter à distance. Ce qui explique sans doute qu'on ait un nombre aussi massif de votes par correspondance. Et quand cela se présente de cette façon-là, il va de soi que le dépouillement aussi traîne parce que les bulletins ne sont pas arrivés tous en même temps. Il arrive à compte-gouttes et puis surtout que ça a été un vote massif par correspondance. On comprend très bien qu'on prenne un peu plus de jours que d'habitude pour les dépouiller et je crois que tout le problème est peut-être là. En 2000, il y a 20 ans, on a assisté à un contentieux aussi riche en rebondissements, mais cela n'a pas traîné autant. Mais pour ce coup-ci, je crois que, à mon humble avis, qu'on va aller un peu plus loin, peut-être 2, 3, 4 semaines, pourquoi pas plus d'un mois, pour tirer au clair cette affaire-là. Et surtout que ça se joue dans un mouchoir de poche dans plusieurs États. Oui, je crois qu'on peut le dire. Il y a quelques heures, mais aujourd'hui, je crois qu'il y a Joe Biden qui prend peut-être une ascendance presque relative. Presque relative, d'autant plus que aujourd'hui, on peut le dire qu'il est peut-être à 6 grands électeurs de la victoire. Pendant qu'il faut bien plus, plus d'une cinquantaine de grands électeurs pour que Trump arrive à inverser la tendance. Mais je crois que pour cette fois-ci, c'est le facteur nouveau, c'est la pandémie. C'est la pandémie. C'est vrai que les Américains ont souvent voté par correspondance, mais cette fois-ci, la pandémie étant du moins, on se met là à la danse, en prenant, chacun ne veut pas prendre le risque de se faire contaminer, et ont voté massivement par correspondance. Mais au niveau des républicains, je me dis qu'ils ont un peu péché au niveau dans le discours, parce que Trump n'a pas véritablement aidé ou donner ou inviter, et du moins c'est les républicains à voter massivement par correspondance. Il les a demandé d'aller voter peut-être physiquement, être là, faire l'accueil et aller voter. Mais sauf que de l'autre côté, les démocrates ont encouragé du moins sur leurs électeurs à voter massivement par correspondance s'ils le souhaitent. Donc aujourd'hui, presque
la quasi-totalité donc des votes par correspondance. 80%. Voilà, 80%, on a tendance à croire que c'est uniquement que les démocrates. Donc aujourd'hui, Trump n'arrive plus. Donc, et du moins, ça a émergé. Parce que il était devant donc au niveau des votes physiques. Il a fait le plein de voix. C'était contraint. Mais une fois que on commence donc pas prendre donc les votes par correspondance, la tendance va inverser. Même avant de rentrer au studio, on a vu que déjà au niveau donc de la Géorgie, il y a les démocrates ont inversé la tendance et même au niveau de la Pennsylvanie. De la Pennsylvanie. Donc voyez-vous, donc aujourd'hui, presque d'ici demain, je crois que ça sera fait. Ça sera fait parce que oui, ça sera plié. Parce que si on voit du côté donc du Nevada, on sait que il y a Joe Biden qui est en train donc de cartonner déjà. Or, cet État-là représente de quoi 6 grands électeurs. Et donc lui, il ne reste que 6 pour passer. Vous voyez. Et si déjà du côté de la Géorgie, il arrive également à faire des percées, donc je me dis que d'ici demain, ce sera plié. Du moins, c'est du côté du vote. Maintenant, il arrivera aussi donc la phase donc du côté contentieux. Le côté contentieux, on verra ce que ça va donner. Tout à l'heure. Et donc, vous le disiez, le Nevada, par exemple, 6 grands électeurs. La Géorgie, 16 grands électeurs. Joe Biden semble passer en tête là-bas. Au niveau de la Pennsylvanie, 20 grands électeurs. Joe Biden prend également la tête. Mais c'est très serré. On parle de centaines, quelques petits milliers de voix d'écart simplement. Ce n'est pas exclu. Quand on en avance par quelques milliers de voix, vous savez que au départ, les pronostics, je veux dire, les sondages avaient prévu une vague bleue. Et on n'a pas eu cette vague bleue, mais on constate quand même que les sondeurs ne se sont pas trompés pour autant de trop, parce que finalement, avec les tendances on enregistre en ce moment, ça veut dire qu'ils ne sont pas en plein dans la vérité, mais au moins ils s'en approchent. Les sondages s'en approchent parce qu'il était prévu que les démocrates passaient devant dans ces États, les swing states, comme on a l'habitude de le dire, c'est-à-dire les États balançoires qui font du tango, tantôt à gauche, tantôt à droite, mais dont le choix est difficile à prévoir. Mais l'espoir au niveau des démocrates, c'est qu'ils ont pratiquement renversé. Si la tendance actuelle se maintient, ça voudrait dire que Joe Biden a fait du travail sur le terrain, parce que vous savez très bien que son fief se trouve dans cet État de Pennsylvanie, et il y était allé à plusieurs reprises. Il est vrai que son adversaire, Donald Trump aussi, était rendu aussi, mais Donald Trump est rattrapé, à mon sens, par son propre discours. Il a été très offensif et il a dit que c'est un personnage, un menteur, qui tout le temps joue avec la vérité, trouve un arrangement avec la vérité. Les gens ont fini par se fatiguer. Il n'y a que les suprémacistes blancs et son socle républicain qui l'a suivi jusque-là. Si vous prenez même si vous considérez même la chose au niveau même du staff même de direction des républicains, on se rend compte même qu'il y a certains qui se lassent même de Donald Trump imprévisible, avec qui on ne sait pas toujours où on va. Aujourd'hui, je crois que l'Amérique se lasse petit à petit de ce personnage haut en couleur, avec qui on ne sait pas si le lendemain sera meilleur pour les Américains ou non. Il vaudrait mieux qu'on arrête là les choses. Bon, c'est ma lecture des choses. Et que lui donner encore 4 ans, c'est peut-être risqué qu'il se lâche complètement du moment où il n'aura plus à solliciter un 3e mandat. Et vous savez très bien que les présidents, généralement, lorsqu'il s'agit de 2 mandats, c'est dans le 2e mandat qu'il se lâche complètement. Et si Donald Trump doit faire plus que Donald Trump dans son 2e mandat, vous imaginez ce que ça peut être du moment où nous connaissons le bonhomme, nous connaissons son caractère, avec le premier mandat de 4 ans qui vient de passer. Justement, quand on présente Donald Trump, c'est un président un peu atypique, qui a son style à lui, qui ne fait pas l'unanimité. Mais quand on regarde au niveau des résultats, même s'il est en train de perdre, il a élargi sa base. Il a plus d'électeurs qu'en 2016, malgré ce qu'ont été ces 4 années de présidence.
Oui, il faut le dire, Robert, sur certains plans, il a essayé donc de redonner du moins une certaine image donc à l'Amérique. Vous savez, les Américains, dans leur ensemble, que ce soit démocrates ou républicains, ont tendance donc à valoriser, et je ne veux pas dire une culture du chauvinisme, mais ils aiment trop leur pays avant donc de penser aux autres. Maintenant, avec ce discours de Make America First ou First Great Again. Donc, avec son discours là où c'est un discours de protectionnisme. Donc, les gens ont tendance à épouser cela. Et puis, vous avez vu que également au niveau donc de la courbe du chômage, je l'ai vu il y a quelques jours. Je crois qu'il y a aussi une ascendance. Ça décroît plutôt, ça décroît un peu. Donc, oui, sur certains plans, oui, il a fait quelques heureux américains. Maintenant, c'est sa gestion surtout de la Covid, de la pandémie, qui a balayé peut-être d'un revers de main tout ce qu'il a fait. Parce que c'est un monsieur qui ma foi, dirige le pays comme une télé-réalité. C'est un monsieur qui dit des choses après et dit que non, que lui, il est en train de blaguer. Vous vous rappelez que au plus fort, du moins, c'est aux premières heures donc, de la pandémie, il demandait même aux gens donc, de prendre du gel, de boire du gel et tout ça, et que c'est fini, il n'aura plus donc la Covid et tout. Donc, il a tenu un certain nombre de discours qu'un président, normalement, ne doit pas tenir. Ouais. Voyez-vous donc? Et puis, il disait que lui n'est pas politique. Il a même répété, d'ailleurs, au cours donc du dernier débat, le face-à-face qu'il a eu avec Joe Biden, il a même dit que lui ne sera jamais politique. Donc, c'est un président qui est que déjà la présidence c'est un poste politique, mais il dit que lui ne sera jamais politique et que les politiques sont des menteurs et tout. Donc, en tenant ce genre de discours et tout, finalement, il s'est fait, et du moins au niveau des Afro-Américains, il s'est fait beaucoup d'ennemis à ce niveau. Et vous verrez également qu'au cours donc, de ces votes-là, les Afro-Américains ont beaucoup plus voté les démocrates. Oui. Et que les suprémacistes blancs, tout ça là aussi, sont également du côté de Donald Trump. Donc aujourd'hui, nous avons, c'est pas un pays divisé, fortement divisé. Et lorsque j'ai vu hier soir les images ou au niveau donc des mouvements, je crois que nous allons revenir, où je vois même des gens venir à ces mouvements-là, donc avec des fusils d'assaut. Je me dis que là, ça sort de l'ordinaire. Et si demain, on déclarait Joe Biden gagnant, qu'est-ce que peut-être ce pays va devenir? Déjà, j'ai écouté Angela Merkel qui disait qu'il y a une tendance explosive donc du côté des États-Unis. Et c'est avec Donald Trump qu'on voit tout ça, où des gens se rentrent dedans bien avant même que les résultats, la proclamation du président, bien avant que les résultats ne soient officiels. Donc, je crains peut-être pour ce pays-là, sûrement que nous allons venir avec une contestation à l'africaine, et puis bon, on verra ce qu'il en sera. Alors donc, toujours pas de vainqueur au moment où nous sommes en train de parler. On se rappelle, et vous l'avez dit tantôt, 2000, je pense, c'était Bush, Al Gore. On a vu, ça a duré, mais à l'époque, il n'y avait pas autant de suspense qu'il y a cette fois-ci. Qu'est-ce qui fait le suspense aujourd'hui, en 2020? Non, mais c'est clair, parce qu'à l'époque, il y a 20 ans, 2020, avec ce contentieux-là entre Al Gore et le président sortant, George W. Bush, le contentieux se limitait à un seul État, la Floride. Et je crois que finalement, on a dû recourir à la Cour suprême, parce que ce qui était en jeu, c'était une différence de juste 537 voix. Vous voyez que la différence est très ténue, et à ce moment-là, il faut peut-être compter, recompter. Il y avait beaucoup de suspicions. Donc, je dis qu'il y a 20 ans, le contentieux se limitait au niveau d'un seul État. Mais pour cette fois-ci, vous considérez que le contentieux, c'est au niveau de 6-7 États. Vous comprenez très bien. Et surtout que nous sommes dans un contexte particulier de la pandémie de coronavirus. Ça a ajouté un peu à la complexité de la situation. Ce n'est pas que 6-7 États qui sont au niveau desquels le comptage est très difficile,
parce que par ce phénomène de vote par correspondance, dont vous comprenez très bien que pour cette fois en 2020, ce n'est pas un État, mais c'est plusieurs États, et il faut compter minutieusement au niveau de tous ces États-là, et surtout que la législation en ce qui concerne le dépouillement n'est pas pareil d'un État à un autre. Oui. Vous voyez ça, il y a eu cette il y a toute cette particularité dans l'élection américaine, et on n'a pas une même règle au niveau national. Oui. D'un État à un autre, donc les règles sont différentes, et parfois dans un même État, les règles diffèrent d'un comté à un autre. Oui, voilà. Vous savez, cela se comprend parce que les Américains, les États des États-Unis, en accédant à l'indépendance avec comme credo la liberté, parce que cette liberté-là, ils l'ont acquise de difficiles luttes et de longues luttes. Donc, la liberté est précieuse, et la liberté, il faut la veiller comme du lait sur le feu. Ce qui explique que les États se sont donné cette liberté-là. Ils se sont dit, écoutez, cette liberté-là que nous avons fini par avoir, il faut la couver, il faut faire en sorte qu'elle ne nous quitte guère. Et voilà, c'est le contexte même d'accession à l'indépendance des États qui fait que les lois sont plutôt de tendance liberticide, vous comprenez? Donc, et cela se constate, même le côté liberticide de ces lois-là se constate au niveau aussi du système de dépouillement, et cela se comprend très bien. Mais c'est un système légalement bien fondé, parce que ça fait des centaines d'années que ce système-là est mis en route et est pratiqué. Donc, on comprend qu'il n'y a jamais eu de couac. Il faut dire que si aujourd'hui, on a tendance à considérer que c'est complexe, etc., c'est sans doute dû à la complexité même du personnage de Donald Trump, qui ne veut pas se laisser compter une éventuelle défaite, qui dit que la défaite est difficile et que gagner est facile. Ça c'est comme ça au niveau de tout le monde. Même maintenant, lorsque la défaite est évidente, on n'a qu'à s'y faire. Mais il ne peut pas faire autre chose que de se rendre à l'évidence quand les dés seront jetés, je crois qu'il n'a qu'à accepter. Sinon, même dans son camp, il a commencé déjà on a déjà commencé à avoir des gens qui sont en train de rouspéter, de ruminer, de dire que il en fait trop. S'il continue davantage dans cette voie-là, je crois qu'il finira par lasser ses propres soutiens, et c'est mauvais pour l'avenir. Alors, quand Joe Biden est à 264 grands électeurs, Donald Trump a 214, donc on dit il manque 6 à Joe Biden pour avoir le plein de grands électeurs. On peut dire, sans risque de se tromper, peut-être les prochains jours nous situerons, c'est le prochain président des États-Unis. Oui, parce que moi je me dis que déjà quand vous voyez aujourd'hui le paysage que on voit du côté du Nevada, du côté donc de la Géorgie, je crois qu'avec ces deux États-là, c'est plié. C'est plié. Maintenant, et après, qu'est-ce qu'il en sera? Parce que il y a Donald Trump qui a déjà saisi donc la Cour suprême sur ces États-là. Donc, vous savez que les États-Unis ont gardé une certaine particularité dans leur manière de faire. Je crois que c'est même une erreur qu'ils saisissent directement la Cour suprême. Oui, il faut qu'ils partent par les cours fédérales. Bon, c'est aussi du Donald Trump aussi. Mais bon, je ne sais pas si leur législation, si la loi peut-être lui donne la latitude de le faire. Bon, je ne sais pas trop. Mais on verra. Et puis, l'autre chose, c'est que Donald Trump... c'est vrai qu'il est en passe donc de perdre. Hein. Ça, c'est une évidence. Mais sauf que le monsieur a toujours tenu un discours qui, même si du côté donc de la Cour suprême, on arrive à le débouter, le discours qu'il a déjà tenu et qui a permis à certains donc de ses partisans, qui souvent aussi sont violents, comment est-ce que ceux-là vont se prendre plus tard? C'est pourquoi je dis que c'est vrai, Joe Biden va gagner. Mais nous aurons peut-être une Amérique que nous allons finalement la longue regretter. D'accord. On va à la pause et puis on revient derrière pour continuer de parler des États-Unis.